président Alassane Ouattara séjourne depuis hier à Lomé. Le chef de l'État, président en exercice de la CEDEAO, est dans la capitale togolaise pour appeler à des législatives apaisées dans le pays le 25 juillet prochain. Ils entrent en action dans 3 jours. Eux, ce sont les candidats au BTS, le brevet de technicien supérieur. Ils sont 46 519 qui doivent prendre part aux épreuves écrites dès lundi prochain. Et puis l'aspect psychologique et le réconfort des malades, bientôt une priorité pour le système sanitaire ivoirien. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Depuis hier après-midi, le président Alassane Ouattara est à Lomé. Le chef de l'État, qui est également le président de la CEDEAO, est allé plaider pour des législatives apaisées au Togo. Le scrutin est prévu pour le 25 juillet prochain. Avant Lomé, le président de la République était à Abuja au Nigeria. Il y a pris part pendant 2 jours à la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La rencontre a porté sur la paix, la stabilité et l'intégration dans la sous-région ouest-africaine. Il faut aussi retenir que la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tiendra à Yamoussoukro, ici en Côte d'Ivoire. Le reportage de Viviane Aïna. En provenance d'Abuja au Nigeria, où il a présidé en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est arrivé ce jeudi en fin d'après-midi à Lomé au Togo, où il a été accueilli à l'aéroport international Gnassingbé Yadema par son homologue togolais, le président Faure Essozimna Gnassingbé. L'objectif de ce voyage sera de concilier pouvoir et opposition afin de créer un climat apaisé autour des élections législatives fixées pour le 25 juillet prochain au Togo. La sobriété qui a entouré l'arrivée du chef de l'État ivoirien à Lomé traduit bien le caractère particulier de cette visite. Le président de la République Alassane Ouattara a eu dès l'aéroport un long entretien avec le président togolais. Je suis là à l'invitation de mon frère, le président Faure, et nous sommes venus voir comment les choses se passent et je suis heureux de constater que le processus se déroule bien. Et le président Jonathan Goodluck arrivera pour qu'ensemble nous puissions voir le président, voir la classe politique et surtout continuer de les encourager et de leur dire que les élections doivent être menées de manière pacifique et que les résultats doivent être acceptés par tous. Nous l'avons dit à Abuja concernant le Mali et la Guinée donc Bissau. Et je suis confiant, connaissant le peuple togolais, que ce scrutin va se dérouler dans de bonnes conditions. Au cours de la soirée de ce jeudi et au cours de la matinée de vendredi et jusqu'à son départ, le chef de l'État ivoirien aura plusieurs entretiens privés avec la classe politique togolaise. Au Mali, des violences interethniques ont éclaté la nuit dernière entre Touaregs et population à peau noire dans la ville de Kidal. Au moins une personne aurait trouvé la mort selon des sources militaires. Malgré ce climat, le scrutin présidentiel aura bel et bien lieu sur l'ensemble du territoire malien, y compris dans la ville de Kidal. Selon le patron de la délégation générale aux élections, la liste électorale de cette localité reflète la réalité du terrain. Il s'est exprimé au micro de Sylvie Touré, notre envoyé spécial à Bamako. Délégation générale aux élections. Passé l'étape de l'élaboration des listes électorales, la structure s'attelle à l'impression des documents électoraux en vue de leur acheminement vers les localités. Ici, la liste électorale de Kidal. Le maître des lieux, le général Siaka Sangaré, soutient qu'elle a été élaborée après le 25 juin, donc hors délai, mais à raison. Le ministre de l'administration territoriale, comme la loi l'indique, a pris une décision pour effectivement ouvrir ces opérations d'établissement des listes électorales sur l'ensemble du territoire national. Et en ce moment, la région de Kidal n'était pas encore libérée, il faut le reconnaître, ou tout au moins l'administration n'était pas encore à Kidal. Mais comme la loi le prévoit aussi, le ministre a pris une décision et à titre exceptionnel pour ouvrir les mêmes opérations effectivement à Kidal. L'établissement de la liste électorale de Kidal s'est fait il y a donc 2 semaines.
35 095 électeurs y sont inscrits, un peu moins des 35 395 révélés par le fichier du recensement administratif à vocation d'état civil de 2009, base du fichier électoral. Un chiffre conforme à la réalité de Kidal, selon le délégué général aux élections, puisque la population y est estimée à environ 68 000. Le nombre d'électeurs a toujours été dans les mêmes proportions, il faut le reconnaître. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est trop peu. Mieux, il faut reconnaître, il faut préciser surtout que en fait, l'enrôlement a eu lieu au moment où il n'y avait pas de problème. C'est entre 2009 et 2010 qu'il y a eu l'enrôlement. Donc, c'est pour dire que rien n'empêchait les habitants, les citoyens de se faire enrôler. Donc, le chiffre de 35 395 dont j'ai parlé tantôt reflète la réalité en fait de Kidal. Seul bémol à en croire le général Siaka Sangaré, les Maliens de l'étranger. Seulement 255 000 sont inscrits sur le fichier, contre 750 000 pour le scrutin précédent. Une situation qui n'empêchera pas la tenue de l'élection. Elle aura bel et bien lieu le 28 juillet sur l'ensemble du territoire malien, y compris à Kidal. Retour en Côte d'Ivoire et nous nous rendons dans la ville de Bouaké. Ouattara Amadou Walter et Charles Tatou nous présentent un jardinier pas comme les autres. En fonction à la station de la RTI, il est un exemple de persévérance et d'abnégation. En effet, il vient d'obtenir le bac série A après avoir coupé tout lien avec l'école pendant 25 ans. Vouloir, c'est pouvoir, comme dit l'adage. Cet adage, Kwaku Kwasi Saint-Raphaël, s'en est bien inspiré. Jardinier de son état, il a pris le courage à deux mains pour passer le bac en candidat libre. Arrêté les cours en classe de 3e en 1988 par manque de moyens de ses parents, il obtient le BPC en candidat libre en 2011. Après l'obtention de son BPC, Kwaku Kwasi n'a plus jamais fait la classe de seconde ni celle de la première, jusqu'à ce qu'il décide de reprendre les cours du soir, mais cette fois en s'inscrivant en classe de terminale. Il vient de décrocher le bac série A. Ce premier diplôme universitaire, il l'a préparé dans les conditions difficiles. Je n'avais pas suffisamment de temps parce que je viens régulièrement au travail et ce n'est qu'à la pause, c'est-à-dire entre 12 et 15 heures que je m'arrangeais à réviser quelques leçons. Et je restais quelquefois jusqu'à 18 heures. Voilà, et puis je continuais à l'école. Je descendais souvent à 21 heures et d'ici à rentrer à la maison, il est 23 heures. Donc c'est dans des conditions très difficiles que j'ai préparé le bac. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je demande à ceux qui prétendent passer le bac en tant que candidat libre, je leur demande d'être persévérants, de doubler d'efforts et puis de faire comme moi. Aujourd'hui, le bac en poche, ce technicien d'espace vert entend présenter le concours de CAFOP. Voilà, Saint-Raphaël, un jardinier pas comme les autres. Les résultats du bac, on vient de l'entendre, sont connus depuis lundi et les nouveaux bacheliers sont invités à effectuer leur préinscription en ligne. Ils sont 55 124 à frapper aux portes des universités et grandes écoles publiques et privées de Côte d'Ivoire, nous dit Hugues Hervé-Blé. Comme l'année dernière, les nouveaux bacheliers sont invités à effectuer en ligne leur préinscription dans les universités publiques et grandes écoles privées. La préinscription phase numéro 1 effectuée au cours de l'année scolaire a permis déjà d'identifier les vœux de formation de ceux qui n'étaient encore que des candidats au baccalauréat. 102 076 ont alors opté pour les grandes écoles et 81 240 pour les universités. Concernés par la phase numéro 2 des préinscriptions, les nouveaux bacheliers. Les sites de la DORES, que je rappelle, www.doressi.net et www.dores.edu.ci. Pour la confirmation ou la modification des choix de filière du mercredi 17 jusqu'au jeudi 22 août 2013. Le coût de la préinscription phase numéro 2 est fixé à 10 000 francs. Le paiement de ces opérations se fait en mode électronique à travers les solutions monnaie des opérateurs de téléphonie mobile. 55 124 candidats
Sur 215 382 ayant passé avec succès le bac frappe aux portes des universités publiques, des grandes écoles privées et de l'INPHB. L'examen du brevet de technicien supérieur session 2013 a été officiellement lancé. Les épreuves écrites démarrent lundi et ce sont 46 519 candidats qui sont attendus. On reste avec Hugues Hervé Blais. Ils sont 46 519 les candidats qui dès lundi se lancent à l'assaut du brevet de technicien supérieur BTS. Les compositions, contrairement aux éditions précédentes, commencent par les épreuves écrites pour toutes les filières. Pour la session 2012, nous avions 35 569 candidats. Et cette année, il y a eu un bond de plus de 10 000 candidats. C'est-à-dire qu'on se retrouve cette année à 46 519 candidats. Cette année, on n'a que les filières qui ont été admises après la réforme qu'on a faite. Donc, on a cette année que 32 filières au BTS. Une centaine de centres accueillent les candidats au BTS pour cette année. 87 sont à Abidjan, 3 à Yamoussoukro, 2 à Bouaké. Les villes de Gagnoa, Daloa, San Pedro, Adzopé, Abengourou et Daoukro accueillent chacune un centre. Les résultats du BTS dont les épreuves orales et pratiques professionnelles se dérouleront du 30 juillet au 9 août seront connus le vendredi 30 août 2013. Voilà, le BTS démarre donc lundi prochain. Plus de 1000 jeunes des localités de Diawala et Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire, vont bénéficier du financement de leurs projets. Cette action du Fonds national de la jeunesse vise à soutenir la création d'emplois et à lutter contre la pauvreté en zone rurale. Plus de détails dans le reportage de Doigt de Laser. Selon le Bureau international du travail, 7 millions de jeunes Ivoiriens sont encore sans emploi. Ce taux grandissant du chômage demeure une préoccupation pour l'État de Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse, qui a pour mission de résoudre la problématique de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse ivoirienne à travers des financements de projets, mène ses actions sur toute l'étendue du territoire national. À Diawara et à Mbengue, dans le nord de la Côte d'Ivoire, plus de 1000 jeunes vont bénéficier du financement de leurs projets. Le Fonds national de la jeunesse accompagne les jeunes en les aidant à avoir un crédit auprès de la banque. Les jeunes de Côte d'Ivoire sont des travailleurs. Si on les aide un peu, ils peuvent se prendre en charge. Vous pouvez avoir les moyens vous-même ici, dépasser votre permis de conduire, d'acheter votre propre voiture grâce au financement du Fonds national de la jeunesse. Une initiative saluée par les autorités politiques de la localité. 681 jeunes de Diawara et 225 de Mbengue ont reçu leur carte jeune. Cette carte jeune qui donne droit à des prestations et services à coût réduit chez les enseignes partenaires. Après 6 mois d'activité du Fonds national de la jeunesse, 300 projets ont été enregistrés pour environ 5000 emplois prévisionnels. 3 experts du monde apicole effectuent depuis samedi une tournée à l'intérieur du pays. Ils viennent de France et leur visite en Côte d'Ivoire vise à faire une prospection dans le cadre d'une étude de faisabilité. Et cela en vue du lancement d'un projet pilote dans 3 villes du pays, à savoir Boisflé, Djebonois et Ferkessédougou. Le reportage de Charles Tatou. L'apiculture, une activité extrêmement importante mais encore peu pratiquée en Côte d'Ivoire. La production nationale est estimée à 10 tonnes de miel par an. Les acteurs ivoiriens de cette filière sont encore dans l'informel. Et pourtant, depuis plus d'une décennie, environ 2 à 3 000 Ivoiriens, dont quelques jeunes de Djebonois, région de Bouaké, ont été initiés aux techniques de l'apiculture grâce à l'appui du PNUD et des autres partenaires du pays. Déjà en 2005, lancer l'apiculture, nous avons initié la population à cette activité. Nous avons à cet effet distribué environ 60 ruches à des jeunes pour leur permettre de prendre contact avec le métier d'apiculture. Au niveau des premiers résultats, nous avons vraiment des paysans qui produisent vraiment du miel de très bonne qualité. Et au niveau du commerce, lorsque on se présente, qu'on leur donne le produit, en tout cas ils sont intéressés, ils demandent des quantités énormes.
alors que nous ne sommes pas en mesure de fournir ces quantités. La présente mission des experts français de la filière redonne espoir avec leur projet pilote. Les travaux de prospection les conduisent en tournée dans les 3 localités qui l'abriteront, à savoir Boisflé, Diebonois et Ferkezédougou. Une association française qui s'appelle Happy Fleur d'Ève, spécialisée dans la coopération internationale dans le domaine de l'apiculture. Si les projets fonctionnent, chargés du suivi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis la recherche de financement jusqu'à la finalité du projet où les apiculteurs seront à la fois autonomes et généreront des revenus par rapport à l'apiculture. Les autorités municipales de Diebonois se réjouissent de ce projet, venant prendre en compte une partie de leurs préoccupations. Après la ville de Diebonois, la délégation française se rend à Ferkezédougou. Ici, à Abidjan, les usagers de la route sont très souvent soumis au contrôle radar. La présence des radars exige une vitesse maximum de 60 km/h en agglomération, une vitesse pas toujours respectée. Et puis, certains automobilistes refusent de se soumettre à la contravention imposée par la loi en cas d'excès de vitesse. Pour en savoir plus sur le domaine des radars à Abidjan, Doigt de Laser est descendu sur le terrain. Les ponts et les endroits de cache sont les lieux indiqués pour positionner le radar qui intercepte les véhicules roulant à plus de 60 km, vitesse autorisée en agglomération. Pour le chef du service intervention à l'Office de sécurité routière, Ousmane Maïga, le radar est une nécessité pour la survie des usagers. L'opérateur qui est de l'autre côté signale aux policiers ou aux gendarmes la marque du véhicule, la vitesse du véhicule et la couleur du véhicule. On ne vient pas juste pour embêter les gens. Le radar permet de lutter contre la gravité des accidents. Et pourtant, les usagers, eux, ne sont jamais satisfaits de leur interpellation. C'est lui-même qui était devant moi là. Mais ils n'ont pas arrêté. Pourquoi c'est moi ils arrêtent? Quelqu'un se cache dans le trou là-bas et dit ouais c'est radar. Mais quel radar? Il n'y a pas photo, il n'y a rien. Pour moi, à 60 sur 80 déjà c'est minimum. Là on vient de me prendre 2000 francs parce que j'ai fait 76. Mais l'essentiel est que vraiment, il y a des panneaux de signalisation pour que ceux qui viennent de l'intérieur sachent que vraiment ils ne sont pas en autoroute et qu'ils sont en agglomération. Pour lever les équivoques, une station de lecture des photos de véhicules flashés par le radar est mise sur pied dans les locaux de l'Office de sécurité routière. Un moyen pour répondre à toute contestation. Vous voyez que l'immatriculation du véhicule apparaît clairement. On peut également voir le type de véhicule. C'est donc un taxi et la marque c'est un véhicule Nixon. Donc il n'y a pas de confusion possible. La vitesse occupe le 4e rang quand on considère le nombre d'accidents enregistrés. Mais lorsqu'on considère le nombre de tués, eh bien, la vitesse occupe le 1er rang des facteurs. Vous voyez que le caractère aggravant ici est vérifié. La vitesse en agglomération est fixée à 60 km/h avec une marge de tolérance de 10 km/h et 90 km/h en rase campagne. Une fois dépassée cette limitation de vitesse, les usagers sont soumis à un paiement d'une contravention de 2000 francs CFA. Et puis, coup de filet des éléments du service des forces d'intervention rapide basés à Adiaké, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Les hommes du lieutenant Célestin Hanot viennent en effet de mettre la main sur un camion avec à son bord de la marchandise frauduleuse. Deux trafiquants convoyeurs du véhicule ont été appréhendés et la marchandise saisie a été stockée à la préfecture d'Adiaké. L'occasion a été saisie par le préfet pour féliciter les militaires pour leur abnégation au travail et leur demande de continuer sur cette voie pour la bonne marche de l'économie ivoirienne. Et nous le disions tout à l'heure en titre, les acteurs de la santé réfléchissent sur les moyens de faire de l'état psychologique et du réconfort des malades une priorité dans le système sanitaire. Ils sont réunis en ce moment à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, où Fatou Fofana a fait un tour pour nous. Je suis partie d'un hôpital. J'avais besoin de remplir certains papiers d'abord et tout. Bon, je ne savais pas comment ça se passait. Et quand je suis arrivée, bon, la veille, j'avais appelé pour prendre un rendez-vous. Quand je suis arrivée, la dame m'a dit
Oui, à cette heure-là, on veut venir à l'hôpital, on veut un peu plus tôt, donc vous revenez demain matin. J'ai dit, mais j'ai appelé et tout, elle m'a dit, bof, c'est qu'elle est sûre, asseyez-vous puis on verra. Ça m'a un peu découragée, quoi, mais comme j'avais mal, j'ai attendu. On se débarrasse en fait des patients et c'est pas vraiment agréable. Je ne sais pas si souvent certains vont dans le domaine médical par vocation ou bien c'est par obligation. Même quand on essaie d'interpeller les gens, est-ce qu'on va nous regarder? Et on se pose la question de savoir ce qui se passe réellement. Parce qu'on voit des gens qui souffrent, souvent plus que nous-mêmes, mais on ne prend pas la peine de les recevoir parce que peut-être il y a un problème d'argent, alors qu'on pouvait soigner la personne et après demander. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. À l'image de ces personnes, nombreux sont les patients déçus par l'accueil et les soins reçus dans les hôpitaux. Conscients de cela, les acteurs du système sanitaire entendent eux-mêmes trouver une solution effective et définitive au problème. La qualité de la prise en charge est donc au centre du 8e colloque scientifique de biologie, santé publique et sciences pharmaceutiques qui se tient sur 2 jours à Abidjan avec l'appui technique de l'Institut national de l'hygiène publique. L'accueil peut constituer déjà 50% de la guérison d'un client. Nous souhaitons qu'au terme de ce colloque, chacun des participants puisse prendre plus conscience du rôle de la qualité dans nos différentes activités et prestations sanitaires. Il est principalement question de susciter un éveil de conscience sur le personnel soignant pour une meilleure prise en charge des malades. Et puis avant de poursuivre en images, sachez que le président de la République a envoyé un télégramme à Sa Majesté Albert II, roi de Belgique, qui a abdiqué au profit de son fils. Le chef de l'État salue au nom du peuple ivoirien l'engagement du roi au service du raffermissement des relations entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Et puis, deuxième évêque et deuxième cardinal de Côte d'Ivoire, cela fait 60 ans qu'il est au service de Dieu. Son éminence Bernard Cardinal Agré célèbre ses noces de diamant à partir d'aujourd'hui. Une messe solennelle est prévue demain à 10h à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. C'est à Cocody, Hongrie. Et c'est sur cette information que nous allons au sport. Pour en parler, nous sommes avec Cathy Touré. Bonjour Cathy. Bonjour Landry. Alors, on démarre avec la 5e édition de la conférence des ministres des sports de l'Union africaine. Oui, il s'agit de la CAMSA 5. C'est donc la conférence, vous l'avez dit, des ministres des sports, 5e édition. Une rencontre entre les experts et les ministres des sports qui est mise à profit pour réfléchir sur la politique sportive de l'Union africaine. Ainsi, les Jeux olympiques et même la participation africaine aux Jeux olympiques est également abordée. La présidente du comité d'organisation a donc saisi l'occasion pour donner plus d'informations au cours d'un point de presse. La Côte d'Ivoire veut se repositionner sur tous les plans. Dans le domaine du sport, l'occasion de la 5e conférence des ministres des sports, la CAMS 5, est une aubaine. Utiliser le sport comme facteur de réalisation des programmes nationaux de développement, tel est le thème autour duquel 200 experts et ministres des sports de 54 pays de l'Union africaine vont réfléchir du 22 au 27 juillet prochain. Les 22, 23, c'est la réunion des experts qui tirent leurs conclusions le 24. Les 25 et 26 juillet, les ministres vont se réunir pour adopter, donc, comme je disais, débattre des conclusions de la précédente CAMS qui aura été analysée par les experts les 22 et 23. Le 25, donc, ils vont débattre de cela. Ils vont tirer les conclusions de l'avancée de la réalisation des objectifs de la CAMS précédente. Un des objectifs à atteindre, c'est de réfléchir à comment améliorer, redynamiser les Jeux africains. Comment faire en sorte que nos athlètes soient des athlètes de haut niveau et plus performants. Créée en 2006 avec une périodicité d'1 an, la conférence des ministres des sports se déroule tous les 2 ans depuis 2011. Cette année, Abidjan est à l'honneur après Addis Abeba, dont les travaux portant sur la consolidation de la renaissance africaine par le sport seront rendus à l'occasion. À 72 heures de ce grand rendez-vous, la Côte d'Ivoire est prête à exécuter le cahier de charges de l'Union africaine pour une réussite totale.
Et Cathy, l'équipe nationale de taekwondo est en ce moment au Mexique pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, ils sont au total 15 Ivoiriens parmi 1000 athlètes issus de 150 pays. Ils se retrouvent en ce moment à Puebla, au Mexique, pour prendre part au mondial de taekwondo Open, il faut préciser. Mais avant les combats, les Ivoiriens sont allés rendre visite aux représentants de l'État de Côte d'Ivoire. Il s'agit bien sûr de l'ambassadeur. Les éléphants taekwondoïnes et leurs encadreurs ont été reçus le mardi 9 juillet par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Mexique, son Excellence Marcelin Obouabié. Il a d'abord félicité les Ivoiriens qui ont remporté la Coupe du Monde francophone de taekwondo au Vietnam et les a ensuite encouragés et exhortés à se surpasser pour ce autre challenge qu'est le championnat du monde. Après les échanges, direction Puebla, ville hôte de cette compétition située à 2160 mètres d'altitude dans une vallée entourée de volcans et qui est ralliée après 2 heures de route. Pas de répit pour les athlètes qui, dès le lendemain, revisent leurs connaissances en matière d'arbitrage sous la houlette de l'arbitre international Anne Emanuela et l'arbitre olympique Ediemou Christophe, histoire de mieux s'imprégner des règles de combat. Tous les taekwondoïnes ont participé activement à ce cours en posant beaucoup de questions. Et c'est Anne-Marie Nguessan qui est au Mexique. Elle a dû vous dire comment se comportent les Ivoiriens après ces 3 journées. Évidemment, Anne-Marie Nguessan nous a rapporté que contrairement à la dernière prestation des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire, lors du récent championnat du monde francophone, eh bien, les éléphants ne se comportent pas très bien en ce moment. À l'étape en tout cas de la 3e journée, il y a déjà 5 athlètes sur les 15 qui sont éliminés. On écoute donc le reportage de Anne-Marie Nguessan qui est dit par Sébastien Ouigné-Aïva. Mauvaise entame de ce championnat du monde pour les éléphants taekwondoïnes. Les 5 qui sont entrés en lice lors des 3 premières journées ont été éliminés. Tadjou Wassiou, moins 58 kg en plastron rouge, qui a ouvert le bal, n'a pas résisté longtemps au Libanais Karam Hadi. Ses attaques n'ont pas porté face à la précision technique du Libanais qui a finalement remporté le combat 12-4. Kassi Anissé chez les moins 74 kg en plastron bleu, très entreprenant et offensif au début du combat, n'a pas pu garder le rythme malgré les encouragements de ses amis. Il a été battu 16-12 par le Turc Simsek Okan. Kragwe Sentia, plastron rouge, moins 49 kg, qui a battu la représentante de la Colombie au premier combat, était méconnaissable face à la Croate Zanizovic, qui l'a malmené au sens propre du terme, avant la fin du combat au 2e round, 9-1. Et puis à la 3e journée mercredi, chez les moins 68 kg, Kobena Georges en plastron rouge, qui tenait le bon bout du combat jusqu'au 2e round, n'a pas su préserver cet acquis. Son adversaire, le Congolais Abedi Sagesse, a égalisé au 3e round et l'a emporté au point en or. Pour terminer cette mauvaise série des Ivoiriens, la domination sans équivoque de la Croate Petra en plastron bleu sur Ndri Aounadej, battu sur le score sans appel de 4-24. Heureusement pour la Côte d'Ivoire que la compétition continue et que les frères Bané, Aboulaye, Hamza, Seydou et le capitaine Zokou Firmin n'ont pas encore dit leur dernier mot. On va changer de discipline, peut-être que là-bas il y aura de meilleures nouvelles. Parlons à présent de handball. La saison a pris fin le week-end dernier. La saison a pris fin le week-end dernier, mais l'information majeure, c'est donc la fête qui a été offerte à l'un des pionniers de cette discipline. Il s'agit de Michel Baltino, profitant donc de l'invitation de l'Association des comités nationaux olympiques. Les anciennes championnes de handball formées justement par ce monsieur ont décidé de le célébrer. Les images avec Aude Allegbe et Sébastien Ouigné-Aïwa. C'est en 1962 que Michel Baltino arrive pour la première fois en Côte d'Ivoire. Objectif, exercer en tant qu'expatrié à la direction régionale de l'éducation nationale, sur demande du proviseur du lycée des jeunes filles de Boaké. Michel Baltino rejoint alors les rangs des professeurs d'éducation physique. Le handball devient sa passion en 1975.
Tout démarre avec la génération Mariam Koné. Suit la génération Namama Fadiga. 27 années après, Michel Baldino revient sur ses bases et retrouve ses filles. C'est une grande joie de le retrouver là, vivant, qu'il soit honoré de son vivant, pas à titre posthume. Et ça, c'est important. Il nous a formés, il nous a éduqués et on vivait vraiment en véritable famille. Et il nous inculquait vraiment certaines valeurs, notamment le don de soi, le partage. Une fierté pour ce formateur d'excellence. Quand tu vois les filles, une est ministre, l'autre est inspectrice, l'autre est directrice, l'autre est professeur, l'autre est responsable dans tous les domaines. Il n'y a pas une qui est petit cacaba, elles sont toutes des grands quelqu'un. C'est ça qui m'a marqué. Le témoignage du professeur Christophe Yapo, ancien président de la Confédération africaine de handball. Le travail que Michel a fait avec ces jeunes filles qui sont devenues des grandes dames nous a permis d'avoir une solide équipe nationale de handball. 27 années d'absence en Côte d'Ivoire, aucun établissement secondaire n'a suivi sa politique de formation du handball, comme il le fallait. Peut-être que son passage à Abidjan apportera un peu de sagesse au handball ivoirien. On l'espère également. Et puis, cette information de handball, sachez que l'Assemblée générale élective qui avait été reportée donc aura finalement lieu dimanche au Comité national olympique dès 9h. Et puis, une dernière information concernant le football cette fois. La Coupe nationale, la première demi-finale se déroulera au stade Robert Champoux de Marcory demain samedi à partir de 15h30. Elle opposera Gagnoa au Stella Club d'Adjamé. Merci Cathy. Merci. Et c'est avec vous que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI 1.